Je voulais pas regarder tes vidéos, j'aimais pas ta gueule, mais en vrai, t'es giga clean, synthétique, clair, cash, GG. Je sais pas si je dois te remercier ou te ban. J'arrive pas à savoir. Mais bon, on est de bonne humeur, je vais te dire merci. Vraie question, comment tu arbitres de vieux bags qui sont des erreurs de jeunesse qui se sont fait dérouiller? Très bonne question. Comment est-ce que si t'as des cryptos de merde, que tu sais qu'elles pumpent pas, et sûrement qu'elles ne pumperont pas, et qu'au final, bah, tu les as, elles traînent un peu dans ton portefeuille, c'est genre, tu sais, c'est des 20 balles, 50 balles, 100 balles. Moi, ce que je te dirais, c'est que, en fait, mathématiquement, quand une crypto perd, par exemple, 50% de sa valeur, vous le savez sûrement qu'il faut pas 50%, il faut pas qu'elle refasse à 50% pour récupérer. C'est beaucoup plus que ça. Et donc, encore une fois, mathématiquement, c'est très rentable de ce qu'on appelle en anglais cut les losers. De venir supprimer les mauvaises crypto-monnaies et d'accepter qu'on a pris une mauvaise position, qu'on a fait une erreur, ou même c'était pas forcément une erreur, mais juste le projet ne pump pas, et de vendre une partie ou la totalité de son bag. Mathématiquement, tu vas être extrêmement rentable. Pourquoi? Parce que, alors déjà, si ton projet, tu sens que ça va pas prendre de la valeur, bah au final, tu as quand même une certaine somme qui risque de diminuer, et de l'autre côté, tu compenses parce que cette certaine somme, imaginons que tu as 100 € de cette crypto-monnaie-là, qui peut devenir 50 vu que ta crypto va perdre de la valeur, cette certaine somme, si tu la réallouais, si tu l'utilisais pour la faire travailler, la réallouer dans des projets qui peuvent prendre de la valeur, elle peut aller beaucoup plus haut. Donc imaginons qu'elle monte à 150, ou alors qu'elle diminue à 150, la différence, elle est, le delta, il est de 100 $, entre 50 $ et 50 $. Donc tu vois la différence, c'est pour ça que mathématiquement, c'est très très important les gars, de venir couper les projets qui sont mauvais. On est là. Juin-juillet 2024, vous voyez qu'on a eu une très grosse hausse au mois de février, au mois de mars, une correction au mois d'avril, une hausse au mois de mai et deux mois qui étaient globalement baissiers. Historiquement, on voit que la moyenne est pour le mois de juin, historiquement sur Bitcoin, de moins 0,35%. Donc avoir un mois de juin en baisse est entre guillemets normal. Et pour le mois de juillet, par contre, on est sur plus 6%. Pardon. Donc on a un mois de juillet à moins 8% qui sous-performe l'historique de tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il faut en tirer? Pas grand-chose, mais quand même quelques petites infos. Alors déjà, pourquoi je dis pas grand chose? Parce que ça veut tout et rien dire en vrai. C'est bien de regarder, mais bon, on est sur une échelle de temps de 12 ans qui n'est absolument pas représentative et il y a énormément d'aléatoires. On a aussi le fait que, vous voyez que on a eu un janvier, février, mars qui étaient les trois en hausse, qui ont, si je dis pas de bêtises, à part le mois de janvier, surperformer les deux la moyenne, donc l'ETF Bitcoin en a fait énormément pour ça, et donc on a un cycle qui a l'air d'aller un petit peu plus vite que ce qui se fait. Pourquoi je dis un petit peu plus vite? Parce que en fait, ce mois de juin et de juillet, bah il ressemble un petit peu plus à août-septembre, si vous regardez. Un mois de juin dégueulasse, bon là on est sur plus 2 pour le mois d'août, mais un mois de septembre aussi dégueulasse à moins 4% qui se rapproche un petit peu plus. Donc je trouve que la configuration des deux mois rouges, c'est pas l'analyse très poussée, hein, se rapproche beaucoup plus de août-septembre. J'essaie à chaque fois de choper les deux, mais ça veut pas de manière logique. Qu'est-ce qu'on peut quand même en tirer? C'est que bah forcément on a un cycle qui a l'air d'aller peut-être un petit peu plus vite, qui est un petit peu plus précoce que ce qui se passe pour en tout cas cette première partie. Est-ce que c'est parce qu'on a eu justement l'ETF et que c'est la première partie du cycle uniquement qui va être un petit peu plus rapide et le reste va être similaire? Peut-être. Ou est-ce qu'on aura un super cycle avec, comme certaines personnes le pensent, un Bitcoin qui peut atteindre son ATH en fin novembre, fin décembre? Peut-être aussi. Pour être honnête avec vous, je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. Par contre, ce qui est quand même très intéressant pour les gens qui sont un petit peu en doute, qui se disent ok, on est à 57 000, qu'est-ce que je fais? J'achète, j'attends, je vends. Regardez les probabilités et regardez les performances des mois de octobre, les performances moyennes de novembre et de décembre. Historiquement, et encore plus pendant les périodes de halving, les mois de halving, sur les 2 mois de halving, 2017 et 2020, les deux années de halving, historiquement, le mois d'octobre, de novembre et de décembre ont été exceptionnels. Exceptionnels. Plus 47, plus 53, plus 38% pour Bitcoin, plus 27, plus 42, plus 46. Sachant que Bitcoin est au centre des élections présidentielles et un peu devenu un animal politique dans le sens où les partis utilisent beaucoup Bitcoin pour ramener de l'audience, dans le sens où les configurations sont quand même très intéressantes. On a le TF Bitcoin, on a le TF Ether, on a beaucoup d'entités qui commencent un petit peu à retourner leur veste, tout tend à dire que on n'est pas à l'abri d'avoir des mois qui sont similaires à ça. Et donc après, c'est à nous d'en tirer une conclusion, et la conclusion elle est quand même assez simple, c'est que juillet, août et pourquoi pas septembre, et le mois de juin qui est déjà passé, sont dans cette idée où la configuration se répète, des périodes d'investissement extrêmement intéressantes pour la suite. Et donc peut-être, quand on voit qu'il y a des gros portefeuilles qui rachètent, quand on voit que la fin d'année est toujours extrêmement bullish dans les années de halving, on peut peut-être en tirer la conclusion, vous faites ce que vous voulez, en tout cas c'est la conclusion que je tire, qu'on est dans une très bonne période d'achat, et peut-être que ça serait une erreur, en tout cas c'est ce que je pense personnellement, de ne pas acheter pendant cette période d'été où il ne se passe rien et qu'on
peut beaucoup le regretter. Je pense qu'énormément de personnes vont racheter quand Bitcoin va remonter, donc peut-être au mois de septembre, octobre, et ils vont attraper des 70 000, 75 000, etc. On a la chance d'avoir des prix qui sont très bas. Si on a encore des liquidités, en tout cas moi j'ai encore quelques liquidités de mon côté, je vais vraiment mettre beaucoup de ce que j'ai en réserve de stablecoin sur cette période de l'été. Ce que je voulais montrer, c'est ça. C'est qu'on en fait tout un plat avec les gouvernements alors qu'ils ont walou en termes de Bitcoin. On a des grosses entités, des micro-stratèges, etc., des Coinbase, qui ont des gros pourcentages de Bitcoin. L'entièreté des gouvernements, alors là je crois que c'est uniquement US gouvernement, est-ce que je peux tous les avoir? UK gouvernement, etc. Bref, vous voyez que l'entièreté des gouvernements ont environ, je crois que c'est 20 milliards de dollars de valeur de Bitcoin. Ce qui fait vraiment 2% de la supply en circulation. Donc quand vous voyez que des gouvernements, surtout des gouvernements entre grands guillemets mineurs comme le gouvernement allemand, en tout cas en termes de détention, vous voyez que le gouvernement allemand a vraiment 10 fois moins de Bitcoin que les États-Unis vendent une partie de leur Bitcoin, ça fait très peur, mais encore une fois ce sont des nouvelles qui sont spéculées et qui sont vendues comme un truc de ouf, alors qu'en vrai, d'un point de vue de pression vendeuse, d'un point de vue de liquidité déversée sur les marchés, c'est peanuts, c'est rien du tout, c'est une whale qui vend globalement. Donc je pense qu'il ne faut pas s'alarmer, je pense qu'on en fait beaucoup par rapport à ces fameux gouvernements qui vendent, et je pense qu'on devrait pas tant s'alerter que ça. J'ai vu qu'en fait, je sais pas si vous l'avez perçu, mais en tout cas, j'ai beaucoup, surtout des contenus en anglais sur Twitter que je suis, et il y a vraiment cette panique-là. C'est ouais, l'Allemagne vend, le gouvernement allemand vend ses bitcoins, qu'est-ce qui se passe et tout, ça va. Mais non, en fait, c'est le gouvernement qui est terrifiant, mais il faut juste simplement regarder la liquidité. Si vous voyez un portefeuille de cette valeur qui vendait, bon bah oui, ça serait beaucoup, mais c'est pas non plus des sommes qui sont vraiment dérisoires. Dernier élément, c'est FTX. Nos amis de chez FTX, les remboursements qui vont... En fait, on ne sait pas encore si les remboursements de FTX vont se faire en crypto ou en dollars. De ce que j'ai entendu, il y a quand même de fortes chances que ça se fasse en dollars. Et dans les deux cas, j'ai envie de vous dire que c'est quelque chose qui est assez bullish pour le coup. En fait, ces fameux remboursements, tout dépend comment on les perçoit. Mais je trouve que le marché... Donc quand je dis le marché, c'est-à-dire le comportement que prend le prix par rapport à une nouvelle. D'accord? S'il y a une nouvelle et que le prix baisse, le marché la voit comme bearish. Et je trouve que le marché voit ces nouvelles de remboursement et de FTX et de Mt. Gox comme des nouvelles qui sont trop pessimistes, trop bearish par rapport à ce qu'elles sont vraiment. On a quand même des liquidités qui vont arriver, certes, mais en fait, on a une quantité de liquidités qui vont être déversées sur le marché des cryptos, et encore plus si on a des remboursements en euros, parce que ou en dollars, pardon, si on a des remboursements FTX en dollars, ça veut dire que bon, on va pas avoir énormément de pression vendeuse sur le prix de nos cryptos, et surtout que une partie de ces liquidités va être déversée dans Bitcoin et dans les altcoins. Donc que en soi, c'est des nouvelles qui sont globalement bullish. Et comme je vous disais tout à l'heure, tout ce qui se passe actuellement ressemble quand même très fortement à une configuration assez bearish sur du court terme, à une correction, à une purge, vous appelez ça comme vous voulez, mais une configuration qui est bullish sur du moyen terme, sur les prochains mois qui arrivent, avec tout ce que je vous ai donné, ces fameuses élections, ces fameux historiques, les probabilités tendent en tout cas vers ça. En plus du fait qu'on sort de cette période de mort là de 90 jours post-halving, on a quand même un ensemble d'éléments qui peuvent nous porter vers cette direction. Encore une fois, est-ce que ça arrivera? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, j'ai envie de dire que les choses suivent leur cours et rien n'est vraiment différent de ce qui se passe d'habitude. Voilà, je vous l'avais dit que c'était un live. L'objectif c'était qu'on allait globalement utiliser les chiffres de maintenant pour dire à peu près la même chose qu'il y a 2 semaines. Parce que j'ai pas envie non plus de vendre et de farmer l'audience sur de la peur. Tu vois, je pourrais vous donner des news bearish, je pourrais être un peu moins nuancé, j'ai envie de dire. Et vous auriez peut-être un petit peu plus de soit la boule au ventre, soit l'euphorie. Mais j'ai quand même... En fait, j'essaye toujours de garder ce côté un petit peu plus nuancé que j'ai depuis un moment, quoi. Bref, voilà.